Bonjour tout le monde, ça fait plaisir. Il y a beaucoup de monde, c'est assez impressionnant, donc je vais essayer de rester sérieux à peu près. Je me présente, Marc Hugon, donc je suis directeur de projet chez Maisons du Monde depuis 3 ans maintenant. Je fais pas mal de temps maintenant que je travaille dans ce milieu-là. J'ai été développeur, chef de projet, directeur technique. Enfin voilà, ça fait quelques temps que je suis dans ce monde. Et je vais vous raconter donc une histoire, c'est un retour d'expérience. Maisons du Monde, c'est un site e-commerce, on vend du meuble, des objets de décoration. Dans 11 pays, on est multilingue, on est multidevises, on est évidemment multiproduits, il y en a tout un paquet, donc multi-problèmes, j'ai envie de dire. Et on est un site e-commerce assez gros aujourd'hui, puisque cette année, on va approcher les 100 millions d'euros. C'est le site dont je parle uniquement sur l'année, et en plus en forte croissance. Et cette histoire, en fait, elle a commencé, de mon point de vue, dans l'équipe dans laquelle je suis, il y a environ 4 ans. Maisons du Monde existe depuis déjà beaucoup plus longtemps que ça, avait commencé évidemment à se lancer sur Internet avec des développements qui étaient plutôt faits en mode on va voir si ça fonctionne, on va voir s'il y a un marché. Et il y a 4 ans, ils ont décidé de monter une équipe dans laquelle je suis aujourd'hui, en récupérant du coup l'existant qui avait été fait par les équipes précédentes et des agences locales, puisque Maisons du Monde est à Nantes à la base. Et donc une équipe se monte, développeurs, marketing, créa, vraiment une équipe complète. On récupère un existant et on commence à partir sur du Symfony 1.4, puisqu'il y a 3-4 ans, Symfony 2, on n'était pas encore complètement sûr d'y arriver. On revoit le design, on revoit l'ergonomie, on commence à rajouter des fonctionnalités partout. On avait plein d'objectifs et tant mieux pour nous, ça marchait plutôt pas mal. Le chiffre d'affaires augmentait de façon régulière et récurrente. Donc c'était plutôt le succès, mais évidemment quand on travaille comme ça en mode un petit peu start-up, au bout d'un moment on commence à avoir des soucis. C'est-à-dire que déjà les règles métiers, on les apprenait en même temps qu'on avançait. Et on commençait à sortir de plus en plus de projets, mais quand je dis que les périodes de recettes devenaient chronophages, pour être honnête, c'était pire que ça en fait. C'est-à-dire qu'on était arrivé à un moment, à une situation où toute l'équipe, donc créa, chef de projet, intégrateur, tout le monde devait s'arrêter de travailler pendant 24-48 heures pour avoir un maximum d'utilisateurs en train de tester ce qu'on essayait de mettre en production, et on n'y arrivait pas vraiment. On avait des régressions, on entendait des hurlements dans les couloirs, ça a encore pété. On aurait terminé à 10h, 11h. Je pense que l'histoire que je raconte n'a rien d'extraordinaire et vous l'avez tous vécu à un moment ou à un autre. Et on termine les soirées tard, on s'énerve, on n'y arrive pas. On finit par mettre en prod des choses qui cassent, bien évidemment. Et dans notre cas, c'est juste le tunnel qui a fini par lâcher pendant plusieurs heures. Inutile de vous dire que la situation n'a pas été très bien vécue par personne et qu'il fallait faire quelque chose. Donc on pourrait se dire, on faisait du Symfony, donc forcément vous avez fait des tests unitaires. J'ai envie de dire quelle est encore l'histoire que je vais vous raconter. Je pense qu'elle ne va pas beaucoup vous étonner. Non. Plein de raisons, des bonnes, des mauvaises. J'en ai mis quelques-unes ici. Évidemment, on essaye d'aller vite, on a des objectifs marketing, donc on se dit qu'on n'a pas le temps d'écrire des tests unitaires. Tout le monde sait que c'est pas vrai, mais tout le monde le fait malgré tout. On peut aussi se cacher derrière des problématiques. Ok, on avait un framework qu'on ne maîtrisait pas, ok, ça ne nous aidait pas, mais n'empêche qu'on n'a pas fait les efforts pour. Mais j'ai envie de poser quand même malgré tout notre question, c'est que les tests unitaires, on sait qu'il faut en faire, on sait que c'est bien. Est-ce qu'il nous aurait empêché de faire tomber le tunnel? Honnêtement, je ne sais pas. Le test unitaire teste du code. Moi, mon client, mon utilisateur, il crée un compte, il met des produits dans son panier, il va jusqu'au bout du tunnel, il paye, et il est passé par un paquet de code pour arriver à ça. Et c'est un peu le problème du test unitaire, c'est le côté je maîtrise les interactions de tout ça qui n'est pas forcément toujours évident à bien gérer. Du coup, on a eu la chance de faire rentrer chez nous un ingénieur qualité qui avait déjà un peu d'expérience en test fonctionnel et qui a décidé d'utiliser un style qu'il connaissait déjà et qui, après tout, est un très bon outil. Son navigateur. Forcément, il teste beaucoup de choses par lui-même. Et puis, au bout d'un moment, Selenium, pour pouvoir refaire
automatiquement ceux qui n'avaient pas envie, lui, de faire tout le temps. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Selenium, c'est un outil qui permet d'enregistrer une navigation, de le rejouer, et voire même de vérifier des choses dans la page. Est-ce que j'ai bien telle information qui est présente avec tel prix, par exemple? Je peux remplir un formulaire, je peux le valider, et je suis capable, a priori, de reproduire tout ce qu'on peut faire à la main sur un navigateur. Et du coup, on a commencé à avoir quelque chose d'un peu plus intéressant pour nous. C'est quelque chose qu'on pouvait relancer avant une mise en production et vérifier qu'à minima, des choses se passaient bien. Mais, parce qu'il y a bien évidemment toujours des mais, sur un scénario qui paraissait de base simple, qui est que je me connecte avec un compte qui existe, je prends un produit, je le mets dans mon panier, je l'achète, je suis content. Eh bien, en fait, ça ne marchait pas tout le temps, parce que dans notre cas, évidemment un cas e-commerce, mais qui peut, à mon avis, très bien se traduire dans d'autres types de métiers, le stock, c'est pas nous qui le maîtrisons. Le stock, c'est la SI, c'est plein de choses qui sortent de notre périmètre à nous, web. Et donc, le produit qu'on avait choisi pour faire nos tests, ça n'a pas loupé, un jour, il n'était plus dispo. Donc, on fait quoi? Ok, on peut le changer, on en prend un autre, le test passe, le lendemain il sera plus dispo. Forcément, ça arrivera à un moment ou à un autre. Ici, on part en prod, peut-être que ça va marcher, mais mon test, je ne suis pas arrivé au bout. Et je peux le trouver beaucoup plus complexe que ça. On vend des produits différents, ils ne sont pas livrés de la même façon, ils ne sont pas disponibles au même moment, et donc je peux avoir des règles spécifiques que j'aimerais bien tester. Je parle juste de mon tunnel de commande, ce serait plutôt sympa qu'il marche. Et en plus, ils doivent être disponibles, et à un moment, on était un peu coincé. Et en plus, Selenium est très sympa, mais quand on commence à essayer d'avoir une volumétrie de tests assez importante, on commence à toucher à des problématiques, en tout cas que nous, on n'avait pas forcément réussi à résoudre, des problématiques de volumétrie et de maintenabilité de ce qu'on avait. Donc déjà, il faut savoir qu'un test Selenium, ça ressemble vaguement à ça, ce qui est... Quand on le lit comme ça, on comprend bien que je vais cliquer sur un bouton. Quel est ce bouton? À quoi il sert? Est-ce que le contexte m'échappe quand même un petit peu quand je lis ce genre de choses? Et la première règle de la maintenabilité, c'est de pouvoir à peu près comprendre ce que fait un code. Quand je reviens dessus un mois plus tard, parce que j'ai besoin de revenir dessus. Et on avait en plus des problématiques pour réutiliser des choses qu'on avait déjà écrites, pour rétendre les tests, puisque c'était notre objectif évidemment. Donc on commençait un petit peu à être bloqué, et il y avait en plus des choses qu'on ne savait même pas faire, et dont on avait besoin de trouver une solution. J'ai utilisé un code de réduction dans le tunnel. Ok, mais est-ce qu'il a bien été enregistré, ce code de réduction? Est-ce qu'il est bien dans ma commande? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui a cassé à ce moment-là, à ce niveau-là? En Selenium, je ne peux pas aller dans ma base de données pour le vérifier. Le mail de confirmation. Comment je fais pour checker un mail de confirmation en Selenium? Ça devient compliqué. Et puis je disais tout à l'heure que dans l'exemple simple, je réutilise toujours le même compte pour faire une commande, mais ce qui est intéressant, c'est de vérifier que j'arrive bien à créer un nouveau compte. Et le problème de Selenium, c'est que quand on remplit un formulaire, on le remplit avec des données qui sont fixes, statiques. Or, si je crée un compte pour Marc Hugon, ben c'est fini, je ne peux pas en créer un autre pour Marc Hugon, il faut bien que ça varie à chaque fois. Et enfin, dans notre cas, à un moment, on s'est dit que c'était quand même un peu léger de faire les tests directement en prod, donc de créer des choses... On pouvait se poser la question, on va dire. En gros, t'es foutu. Donc on s'est reposé un petit peu les questions. On avait besoin de quoi? Avoir des tests qu'on arrivait à comprendre, à relire, qu'on puisse les maintenir, les faire évoluer. On voulait faire d'autres choses que regarder ce qu'on avait dans le navigateur. Là, j'ai parlé de la base de données, des web services externes, on peut trouver plein de choses. On voulait un outil de travail qui aille un peu plus loin aussi. Idéalement, on aime bien avoir un IDE, avoir quelque chose qui nous permette de faire la complétion, enfin, qui nous aide à travailler. Et donc, notre choix, ça a été d'utiliser RubyMine et Cucumber. Donc, on fait du Ruby pour faire des tests. RubyMine, c'est notre éditeur. C'est du JetBrains, c'est du Java, c'est les mêmes personnes qui font PHP Storm. On a des breakpoints.
C'est quand même plutôt pratique quand on fait du développement d'avoir des breakpoints. Et Cucumber, en fait, il nous apporte la couche Selenium finalement, parce que on fait du BDD, c'est du Gherkin. Donc après, ça n'empêche pas que les gens qui n'écrivent pas très bien anglais n'écrivent pas très bien anglais, mais on arrive à quelque chose qui, là, est ce qu'on voulait avoir, c'est-à-dire un test qui se comprend, qui peut éventuellement être étendu avec une syntaxe que je peux réutiliser, et à la fin, c'est bien un navigateur qui va exécuter ça. Donc c'est comme Beat, hein, c'est à peu près la même logique, mais ce qu'il faut juste savoir, c'est que ces outils-là ont pas mal d'années d'antériorité par rapport à Beat, et donc une maturité qui, pour nous, là, ça date d'il y a 2 ans, était critique dans le choix de l'outil. Donc comme je disais aussi, il était temps de partir un peu de la production, et du coup on a besoin d'avoir des environnements de travail, et là ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis au point un système qui nous permet en fait de récupérer tous les jours la base de prod, mais qui est trop lourde évidemment pour pouvoir la monter en moins d'1 heure et demie, 2 heures sur un serveur. Donc on l'a mûri, on lui fait subir une petite cure d'amaigrissement pour qu'elle puisse être montée à peu près en 15-20 minutes sur nos serveurs, qui servent aussi bien aux développeurs qu'aux environnements de test, et qui permettent d'avoir des données fraîches. En fait, tous les jours, du coup, on récupère les dernières données de la prod avec environ 2 mois d'ancienneté. Donc tout ce qui a été saisi par l'utilisateur, tout ce qui a été modifié en prod, on l'a le lendemain. Et c'est sur cette base-là qu'on va travailler. Donc le comment on fait, ça peut être une bonne question, parce que c'est pas forcément évident, en tout cas de la façon qui nous paraissait la plus naturelle au départ, qui était de se dire, bon, on va faire en SQL, je vais faire un delete des commandes d'il y a plus de 2 mois. Sauf que ça, j'ai dû arrêter la requête quand au bout de 6 heures, j'avais toujours pas vu la fin. Je me suis dit que là, c'était foutu, j'avais pas un bon truc. Et donc, on est passé sur un mode un peu plus bourrin, mais qui fonctionne plutôt très bien, puisque le dump SQL, c'est du texte. Chaque ligne correspond à une donnée que j'insère. Donc, on s'est dit, bon, on va parser ce truc-là et garder les lignes qui nous intéressent. Et finalement, ça en PHP, en 10-15 minutes, vous partez ça, et vous partez d'un fichier de 80 Go, vous en avez un 10 Go à la fin. Alors, on pourrait me dire, oui, mais les contraintes d'intégrité ne seront pas forcément parfaites, et quand on va remonter le dump, il y aura des erreurs. Je vais vous répondre, oui. Oui, j'en ai. Oui, il y a quelques lignes qui ne rentrent pas dans la table et dans la base. Non, ça ne m'a jamais gêné. C'est pas grave si il me manque 200-300 commandes sur les 30 000 que j'ai remontées. So what, c'est pas un gros problème. Donc on commence à avoir des outils, on commence à avoir de quoi travailler, mais malgré tout, il y a des problématiques sur lesquelles je ne suis pas encore revenu, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Notamment, voilà, je veux maîtriser ma disponibilité produit. Un bon test est un test que je peux rejouer quand je veux. Il doit toujours se comporter de la même façon. Et les postulats de départ doivent toujours être les mêmes, sinon je ne vais jamais y arriver. Donc je suis un peu méchant quand je dis contrecarré. C'est évidemment dans mon problème de test qu'il me contrecarre, sinon il est très bien s'investir. Donc la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a dû créer nos propres produits. Parce qu'on partait du principe qu'on ne voulait pas toucher aux données qu'on récupère tous les jours. Elles sont là, elles vont peut-être être utiles pour nous permettre de reproduire des choses qui se sont mal passées par ailleurs. Donc je veux pouvoir y avoir accès. C'est pour ça qu'on n'est pas parti non plus sur un modèle de fixtures. Je crée une base de données avec que des données de test. On voulait garder toutes les données de prod parce que quand le service client nous appelle pour dire le client a un problème avec telle commande, j'ai besoin de pouvoir le reproduire. Mais en même temps, les produits qui sont là, du coup, je ne les maîtrise pas. Donc on a rajouté notre surcouche par-dessus, nos fake products, qu'on définit dans un fichier CSV. On a 15, 16, enfin on rajoute des propriétés au fur et à mesure des besoins qui nous permettent de maîtriser la façon dont ils vont se comporter. Et ce qui était très important et honnêtement long et difficile à faire, c'est qu'ils se comportent exactement comme ils auraient dû se comporter, comme se comportent de vrais produits. Et notamment, donc on en arrive à nos fameux web services. Là-dessus, on a eu plusieurs stratégies. Celle-là, c'est dans le code directement. Au moment où je fais l'appel au web service pour aller récupérer disponibilité, si je suis sur un identifiant produit qui n'existe pas dans la vraie vie, je ne vais pas appeler le web service, je vais simuler le retour avec la donnée que j'ai définie dans mon fameux fichier CSV. Donc un produit qui est disponible en 3 semaines, il est tout le temps disponible en 3 semaines.
et je peux le cumuler avec un vrai produit qui, lui, va varier, ça pose pas de problème. Et c'est un code que je peux éventuellement avoir en prod, c'est pas très grave, ces produits-là n'existent pas. En imaginant que quelqu'un arrive à faire un truc qui mettrait des produits qui n'existent pas dans mon panier, il va les acheter, c'est pas hyper malin pour lui. Donc le risque à ce niveau-là, il est plutôt maîtrisé. Je ne sais même pas si on va le rembourser en plus, donc c'est pas... D'autres choses qu'on a faites, là, c'était un peu plus tricky. L'idée, c'était que pour un test précis, on voulait avoir une réponse précise. Donc là, on ne voulait pas être aussi violent, entre guillemets, que ce qu'on a été sur la précédente stratégie. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'au niveau du code, on va surcharger l'URL d'appel par rapport à un cookie. Si j'ai un cookie qui me dit que je suis dans le plan de test machin, je vais tricher. Sinon, je ne fais rien. Et ça, c'est Cucumber qui le fait. Au lancement du test, il set le cookie. Dans mon test, j'ai le comportement que je voulais avoir, qui va me permettre de faire mes tests. Mais dans tous les autres cas, j'ai mes comportements normaux. Et c'est quelque chose que je peux reproduire aussi. Si moi aussi je travaillais dessus, je prends mes cookies sur mon navigateur, je mets la donnée qui va bien, et je retombe dans ce contexte-là aussi. Encore un autre ennemi, lui nous embêtait bien, c'est l'interface de paiement. Est-ce qu'on veut aller jusqu'au bout du tunnel? Les personnes qui font ça trouvent que c'est très bien parce qu'il y a quand même un bouton qui nous permet, on peut mettre 2 numéros de carte, une carte qui est acceptée, une carte qui n'est pas acceptée. Donc pour eux, c'est parfait, on peut tout tester. Dans la vraie vie, c'est pas vrai. Il y a une cinquantaine de codes retour différents des banques. Et nous, dans notre cas, mais je pense que ça peut arriver chez beaucoup d'autres mondes, le code 34, suspicion de fraude, on en fait quelque chose. On a des systèmes d'antifraude, machin, etc. Et là, je ne pourrais pas le tester avec ce genre d'interface. Nouvelle stratégie, on a un mec spécial où on remplace ce formulaire par le nôtre, qui est d'un design très abouti comme vous pouvez le voir, mais qui nous permet de copier les mêmes données brutes que ce que nous renvoie les gens qui font le paiement Mercanet pour ne pas les citer. Et on peut faire ce qu'on veut, renvoyer les codes qu'on veut, et donc, parce que c'est l'objectif, tester ce qu'on veut. Tout ça, pour être honnête, ça demande beaucoup d'efforts. Ça ne se fait pas tout seul. Nous, ça fait 2 ans qu'on travaille là-dessus, au quotidien, j'ai envie de dire presque au quotidien. Et on en est arrivé à avoir une équipe qui représente avec presque un tiers de testeurs, parce que le DevOps qu'on a aussi, qui travaille sur toute la plateforme qu'on utilise, il fait aussi partie de l'équipe. Donc on a environ 400 scénarios de test pour maisondumonde.com. Donc globalement, le tunnel, on le maîtrise plutôt bien. Et pour information et anecdote, on a utilisé Photom.js sur les temps de build. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Photom.js, c'est un navigateur headless, donc il n'y a pas de rendu. Il est complètement, c'est du WebKit, donc il est compatible avec tout ce qu'on fait, et compatible Firefox, parce que nous on développe et on débug avec Firefox, mais ça fait gagner beaucoup de temps au niveau du build, ce qui est assez important. Je vous ai mis pour référence aussi quelques gemmes, c'est amusant de dire qu'elles sont précieuses, c'est le cas pour nous. Donc on simule des web services avec Sinatra, c'est un peu l'intérêt d'avoir du Ruby aussi à ce niveau-là, c'est qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont disponibles. Kukforker nous permet de paralléliser les tests, c'est-à-dire qu'ils vont s'exécuter sur plusieurs agents simultanément, récupérer tous les résultats et nous donner un résultat commun. PageObject, là c'est plus pour la lisibilité, ça permet d'avoir des... Là, on est dans la couche Ruby, on est parti du Gherkin, mais on a quand même des choses qui restent relativement lisibles et encore une fois réutilisables. Un XML parser, PDF Reader, c'était quand même une de nos problématiques. On envoie des bons de commande en PDF aux clients. C'est plutôt pas mal de vérifier qu'on ne s'est pas raté quelque part au niveau des prix ou des choses comme ça. Et donc aujourd'hui, on utilise Bamboo en intégration continue. Il n'y a pas de raison plus particulière d'utiliser ça qu'un autre. Donc voilà, c'était pour, encore une fois, partager un peu ce qu'on a fait avec vous. On utilise 6 agents, donc comme je vous disais, on lance 3 en parallèle, et même comme ça prend 20 minutes de build au minimum pour maisondumonde.com. Et par jour, on passe environ 6000 commandes dans nos environnements de test. Et pour l'anecdote, on a d'autres applications sur lesquelles aussi on travaille, mais qui ne sont pas aussi abouties que Maison du Monde, qui était évidemment le plus critique et le plus problématique dans notre cas. Et donc, est-ce que ça marche? En fait, oui. Heureusement, quelque part, vu tout ce qu'on a investi là-dedans. Les mises en production, on en fait 2, 3 par semaine minimum, voire tous les jours. Là, comme on a vu une pub qu'on a lancée la semaine dernière,
pendant 1 ou 2 semaines, il y avait une mise en production quotidienne, voire plusieurs par jour. Et ça tient. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les tests passent, on sait qu'on a 90% de nos scénarios utilisateurs nominaux qui passent. On est sûr de nous là-dessus. Et du coup, on a même pu refondre le mobile et le site. C'était une refonte plutôt graphique, pas trop de changements fonctionnels, mais ça a pu se faire sans problème au niveau de la mise en production. Je n'irai pas jusqu'à dire que tous les projets se passent parfaitement non plus, mais en tout cas, c'est vrai qu'au moment critique de passer en production, tout ça, ça nous permet quand même d'être très serein sur ce qu'on fait. Et d'autant plus que du coup, avec tous les automatismes qu'on a mis en place, nous, les soldes, tous les jours, on les teste. Tous les jours, les soldes passent, ou ne passent pas, mais en tout cas, quand ça passe pas, on est au courant, on n'attend pas la veille des soldes pour le savoir. Donc voilà, c'était pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Du coup, on a des builds en permanence, tout le temps, effectivement, puisqu'à chaque nouvelle branche, il y a toute la machinerie qui se lance. Donc évidemment, on est obligé de tuer très régulièrement parce qu'on n'a pas le temps d'attendre 20 minutes pour toutes les branches mineures. Mais en tout cas, ça build en permanence. Et puis, globalement, tant qu'on est vert, on est content. Et en fait, on est tellement satisfait de ce qu'on a réussi à faire, c'est que les testeurs ont réussi, alors que je vous avais raconté au début, quand on était dans une problématique où les tests étaient calamiteux, et donc le marketing avait une confiance toute relative dans ce qui se passait. Et maintenant, on a réussi à arriver à changer complètement le paradigme où les testeurs chez nous, c'est eux qui ont les droits et il n'y a que eux qui peuvent merger sur les branches master. Et ils mettent en prod quand ils décident de mettre en prod. Le marketing, des fois, demande sur certains sujets à être dans la partie, mais sur d'autres sujets, ils laissent partir. Ils ont confiance. Mais bien évidemment, nous n'avons pas encore tout gagné, puisque, comme je vous disais à la base, on faisait du Symfony 1.4. Évidemment, c'est vieux, c'est pas bien, tout ça. Donc, il fallait passer à quelque chose d'autre. Donc, on fait du Symfony 2, et comme beaucoup de monde, on passe en Symfony 2 en créant des services, parce que le code existant, c'est juste déjà 2 frameworks. On ne va pas en mettre un 3e sur la même couche. Donc, on fait tout ça dans des web services qui nous permettent de migrer le code métier. Et donc, évidemment, on commence à avoir de nouvelles problématiques qu'on n'avait pas encore vu arriver, puisque maintenant, pour tester maisondumonde.com, j'ai catalogue service, carrière service, user service, et encore une autre qui arrive. Et les stratégies de contournement, là, on commence à atteindre des limites, puisqu'évidemment, si je travaille qu'avec des web services simulés, je ne teste plus rien, c'est pas vrai. Je peux avoir des problèmes de régression, et je peux avoir des problèmes de test, c'est-à-dire que si j'ai une branche qui a besoin d'une version de mon web service qui nécessite un déploiement spécifique, honnêtement, on est en train d'y travailler. Voilà, c'est pas encore parfait, on n'est pas encore très content de ce qu'on fait par rapport à ça, c'est la prochaine étape. Mais on est déjà plutôt pas mécontent de ce qu'on a réussi à faire. Voilà ce que je voulais vous montrer. J'espère que vous avez vu la pub, elle est plutôt sympa. Donc si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Bonjour, merci pour cette conf. La question est la suivante. Avec quoi réalisez-vous vos tests de performance? Comme vous dites, les soldes des événements, je suppose que vous amenez un certain nombre de requêtes à une haute densité, donc avec quel outil faites-vous ça? Alors, ces tests-là, on ne les utilise pas pour les tests de performance, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que ces tests sont forcément trop lents, parce que notamment, ils se lancent sur des environnements qui sont toujours vierges. Donc le cache n'a pas encore été généré. Tous les mêmes caches sont vides. On a plein de systèmes de cache qui sont vides sur ces environnements-là. Donc les temps de build sont beaucoup plus longs que ce qu'on a réellement en prod. Et pour répondre à votre question, en fait, on utilise New Relic pour faire du monitoring de nos applications. Et là, c'est plutôt de la proactivité là-dessus. C'est-à-dire que quand on a des choses qui commencent à ramer dans New Relic, on sait qu'il y a quelque chose qu'on doit travailler par ailleurs. Et ça nous suffit, en tout cas, effectivement, aujourd'hui, à gérer les montées en charge comme ça, en fait. Mais ce n'est pas ces outils-là qui nous permettent de faire ce genre de test-là. Il faudrait qu'on le fasse différemment. D'accord, merci. Bonjour, merci pour la conférence. Je me demandais tout simplement pourquoi Cucumber et pas Biat? Encore une fois, c'était un problème de maturité, surtout il y a 2 ans, quand on a commencé à s'y mettre.
C'est-à-dire qu'avec l'environnement Ruby, on récupérait beaucoup de... Et puis avec RubyMine, surtout, c'était l'IDE qui était super important pour nous. C'est d'avoir un environnement de travail qui soit productif, et ça, on n'avait pas en BIAT. Ok, merci. Moi, j'ai une question par rapport à la parallélisation des tests. Oui. À un moment donné, vous avez parlé de parallélisation via des gemmes. Comment vous gérez les collisions, par exemple, de tests qui veulent tester une même chose et qui, du coup, ne sont pas compatibles? On l'a pas, en fait, ce problème, parce que ce que je vous montrais ici, c'est qu'en fait, chaque environnement, c'est un serveur à part. Du coup, chaque test, enfin, chaque agent... oui, non, ça s'affiche plus, là. Bon, c'est pas grave. Mais chaque agent, en fait, tourne sur une machine virtuelle à part. Il a sa base de données, il a son code, et tout est en local. Du coup, on peut très bien... la parallélisation ne se voit pas du tout à ce niveau-là. Ne pose pas de problème. Du coup, vous ne faites pas de parallélisation au sein même d'un job? Non. Okay. Non, on parallélise, en fait, l'ensemble des jobs sur plusieurs environnements pour que ça aille plus vite, tout simplement. Merci. Et donc, à propos de la parallélisation, quand vous avez une erreur... si quelqu'un doit intervenir, vous mettez à disposition la machine virtuelle au développeur? Oui, il peut aussi directement aller sur l'environnement qui est en erreur, sur l'un des agents. Mais sinon, effectivement, de toute façon, tous les développeurs ont l'équivalent en local. Ils peuvent du coup récupérer l'environnement tel qu'il est effectivement en test. D'accord. J'ai une autre question. À propos de l'usage de Symfony, ouais. C'est l'édition standard ou alors c'est des composants qui sont... mise ensemble pour... Non, on est sur du standard là-dessus, on n'a rien fait d'extraordinaire. Et donc, vous travaillez sur des bundles ou c'est... parce qu'il y a beaucoup d'agitation sur le sujet à droite et à gauche, et je me demandais si chez vous, vous aviez fait le choix de travailler sur des bundles qui étaient séparés d'un projet qui irait d'une édition standard, ou si vous avez choisi de travailler sur des bundles qui seraient séparés, et ensuite de les intégrer dans l'application qui serait peut-être... Non, on est plutôt sur de l'application. Non, effectivement, on n'est pas très bundle. On est plutôt comme plus les web services nous permettent de bien découpler le métier. Finalement, le web service utilisateur, il ne connaît pas ce qui se passe au niveau des transporteurs. Donc, du coup, on n'a même pas besoin de bundle pour ça. On ne va pas partager de toute façon. D'accord, très bien. Merci. Bonjour. Bonjour. Je me posais une question. Je vois que vous prenez la prod, vous la copiez. Ouais. Donc vous copiez la BDD. Ouais. J'imagine que le code en lui-même et surtout les différents assets comme les images de produits ou tous ces trucs-là doivent probablement peser assez lourd. Est-ce que ça a été une contrainte pour vous pour reproduire la prod ou est-ce que finalement c'est assez léger Les assets sont en CDN, donc du coup on y accède aussi dans les environnements de dev et autres. D'accord. Ok. Merci. Bonjour. Bonjour. J'avais une question. Est-ce que vous avez toujours des faux positifs sur vos tests fonctionnels du fait que vous couvrez très large et si vous en avez, quelle partie du temps ça prend sur les 3 personnes qui travaillent sur les tests par rapport au temps où ils améliorent les outils C'est horrible. Ça nous prend beaucoup trop de temps. Les faux positifs nous prennent énormément de temps. Parce qu'effectivement, tout ça reste difficile à maintenir. On a souvent des problèmes de tests on-off. Et cela, ils nous coûtent un temps incroyable. Mais effectivement, on n'a pas trouvé le moyen de ne pas les avoir. Mais effectivement, ça nous coûte cher, ce temps-là. Bonjour, j'ai une petite question. Vous parliez tout à l'heure justement des mises en production qui étaient faites uniquement par vos 3 testeurs. J'ai l'impression qu'en fait chaque développeur peut lancer un build pour vérifier en fait si tout se passe bien au niveau des tests fonctionnels. Est-ce que vous n'avez pas peur de déresponsabiliser en fait vos développeurs de la mise en production à cause de ça? Je ne connais pas votre process de mise en prod, mais voilà. Il faut bien qu'il y ait un responsable de la qualité, j'ai envie de dire, et le fait de nous, après c'est des partis pris, je ne vais surtout pas dire que c'est la bonne façon de faire. Nous, notre parti pris, c'est de dire, c'est les testeurs, ils sont là, c'est leur métier, c'est être quality manager, donc on leur a donné cette responsabilité-là. Après, c'est un peu mon rôle et le rôle de toute l'équipe quand même, de ne pas non plus partir du principe. De toute façon, les développeurs... Les testeurs, ils les ont juste en face d'eux toutes les heures parce qu'ils vont les voir en permanence parce qu'évidemment, ça ne marche pas. Donc, quelque part, dans tout le sens, on n'a pas perdu, on n'a pas le sentiment que les développeurs se sentent déresponsabilisés de la qualité de ce qui va arriver en production à la fin. Quand bien même ce sont les testeurs qui, quelque part, ont la casquette, c'est ta faute.
Ok, merci. Je vais me permettre de poser une petite question. Je connais déjà la réponse quand on a parlé hier, mais par rapport aux gens qui sont là, je pense que c'est intéressant de parler de la taille de l'équipe pour arriver à mettre en place tout ça, parce que ça fait quand même beaucoup de choses. Et je sais que vous êtes nombreux, donc... On est une équipe technique d'une quinzaine de personnes, environ, à peu près une quinzaine de personnes, dont les 3 testeurs dont je vous parlais, une dizaine de développeurs, 2-3 intégrateurs, et vous avez fait le tour. C'est pas si, c'est vrai que ce qui est important et impressionnant quelque part, c'est le ratio testeur-développeur. Effectivement, il est important, et je vous assure qu'il ne s'ennuie pas du tout. J'allais poser une question un peu semblable. Est-ce que ça vous a semblé important d'avoir des gens qui sont vraiment dédiés ici? Très. Pardon, excusez-moi, je sais. Très, très important. D'avoir des testeurs qui font, des gens qui sont vraiment dédiés au testing. Et je voulais savoir aussi quelles responsabilités ont les testeurs. Est-ce que les testeurs écrivent tous les tests, ou est-ce que les tests sont aussi écrits par les développeurs, puisque en même temps qu'ils implémentent, ils peuvent utiliser ça? Alors, c'est une bonne question, et là encore, on touche à des paradigmes, à des choix de travail. Nous, ce qu'on demande aux testeurs, c'est plutôt sur la qualité unitaire, et donc de plutôt travailler au niveau test unitaire. Et ce qu'on demande aux testeurs, c'est d'avoir du recul sur ce qui est fait, parce que le test fonctionnel, il rentre dans un scénario. Il ne va pas tester un formulaire. On s'en fiche de tester un formulaire, on veut que le formulaire fonctionne dans un scénario. Et c'est vrai que du coup, c'est là où nous, on a estimé que c'était plus intéressant que les testeurs travaillent là-dessus. Donc c'est vrai que les développeurs, pour répondre à votre question, n'écrivent quasiment aucun test fonctionnel. Ce sont vraiment les testeurs avec le DevOps, qui travaillent là-dessus. Mais c'est encore une fois un choix qui peut être totalement discuté là-dessus. Il n'y a pas de... Encore une fois, c'est pas une règle. Hein. D'accord. Donc du coup, pour vous, le bénéfice d'avoir... le fait que les testeurs puissent avoir un recul, puisque c'est pas eux qui l'ont développé, vaut le coup d'avoir 2 personnes qui doivent comprendre une même user story, ou peu importe la façon de découper ce qui doit être développé, et fassent 2 fois le même boulot de compréhension, une fois pour l'implémenter et une fois pour écrire les tests. Oui, mais je ne vous cacherai pas que même moi, en tant qu'ancien développeur, j'étais le premier à dire ça marche, et puis ça ne loupait pas dès que quelqu'un passait derrière. Non, ça ne marchait pas du tout. En fait, ok, quand je faisais refresh, ça marchait, mais non, dans l'histoire globale, ça ne marchait pas, quoi. Et ça, c'est relativement courant, et c'est même pas un manque de professionnalisme, c'est qu'à un moment on a la tête dans le guidon, et celui qui a la tête dans le guidon, il ne voit pas la route aussi bien que celui qui la regarde en tant que spectateur. C'est pas tout à fait la même chose. Merci. Moi aussi j'ai une question qui est sur le même style, je suis là. Qui est dans la continuité. Donc c'est les testeurs qui écrivent les tests. Ouais. Ils écrivent la glue et les scénarios en Gherkin. Ils écrivent les deux. Alors ça va dépendre des capacités des uns et des autres. Ils ne sont pas tous forcément très très à l'aise en Ruby, et il y a certains. C'est pour ça qu'on a ce DevOps qui est là, qui lui est un développeur qui est parti de ce côté-là, entre guillemets, de notre métier, et qui lui effectivement est sur tous les cas les plus critiques, les plus complexes, et ceux qui nécessitent qu'on se cogne la tête contre la table. C'est lui qui se les fait, cela. Et du coup, voilà encore un petit peu une étape juste après. Les scénarios Gherkin sont a priori sûrement écrits par les testeurs. Quelle est la relation entre les testeurs et le product owner, par exemple, ou l'équivalent chez vous, concernant justement l'écriture de ces scénarios qui sont une sorte de contrat? Ils sont présents dès le lancement d'un projet. C'est-à-dire que dès le lancement du projet, ils sont en réunion où on commence à faire le planning poker, ils sont là aussi, donc ils vont rapporter leurs points de complexité sur tout ce qui a été identifié sur les tickets. Ils vont en amont commencer à rédiger les tests qu'ils pensent qu'ils vont écrire à la fin. Enfin, c'est un travail continu, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas attendre que ça tombe tout cuit, sinon ça ne marche pas. Donc du coup, effectivement, c'est ça qui est très important, c'est qu'ils soient dès le démarrage, et donc après ils ont leur rôle de qualité finalement. Donc dans toute la phase, vous avez toujours, surtout au début, l'ensemble des acteurs qui travaillent ensemble sur cette partie? Toujours. Ok, merci. Bonjour. Bonjour. Très bonne presse, merci. Merci. C'était pour savoir si du coup vos scénarios Gherkin servaient d'une certaine façon de spec à vos devs. Est-ce qu'ils l'utilisaient dès le départ, ou est-ce que c'était une couverture que vous faisiez a posteriori ou pendant les devs? Alors c'est venu a posteriori, évidemment, puisqu'on est parti d'un existant où on n'avait rien, et donc pas de doc non plus. Maintenant on a ça, et pas de doc.
j'exagère un tout petit peu, on en a quelques-unes, mais qui, comme toute doc, en fait, ces tests-là, ils se maintiennent d'eux-mêmes, j'ai envie de dire, parce que quand une règle fonctionnelle change, le test plante, et donc on est obligé de le corriger, donc cette doc-là se maintient, alors que quand le test plante, il n'y a pas quelqu'un qui va les réparer dans Confluence, la doc qu'on avait écrite il y a 6 mois. Donc effectivement, c'est celle-là la meilleure doc qu'on a et qui se maintient d'elle-même, et c'est aussi ce qui est vendu et ce qui est vrai avec l'utilisation de Gherkin. Et merci tout le monde.